Salut tout le monde, dans le podcast d'aujourd'hui, je m'ouvre à vous, je pleure même, non ça c'est faux, mais podcast sur un peu le succès, le bonheur et la relation qu'on a avec l'argent. Je vous cite à plusieurs reprises un livre, c'est celui-ci, donc ça s'appelle Entreprendre et réussir. Je pourrais peut-être le mettre aux enchères, je suis en train de me dire ça, avec la signature de Hubert et moi, je sais pas si ça vaudra de l'argent un jour, mais quand on aura écrit notre propre livre. Mais voilà, donc c'est ce livre-là que je vous parle, qui est quand même super bon. Et voilà. Et puis aussi, je vous parle du webinaire mardi 23. Donc si vous n'avez pas réservé, réservez-le. Ça va ressembler aux autres webinaires. C'est vraiment l'investissement en bourse, comment commencer. Et il y aura une partie de questions-réponses. Nous, ce qu'on vous demande, vous le savez, pour nous encourager, pas pour nous encourager, parce que, comme François Lambert disait, c'est un peu bidon d'encourager le monde. Si vous aimez ce qu'on fait, tout simplement, c'est toujours intéressant de prendre une photo, le mettre en story, le lien du podcast, de partager une story, de partager un reel, de partager une citation, d'envoyer ça à vos amis. Hey, il y a un livre qui fait ces deux gars qui parlent un peu de finance, ça t'intéresse, je pense que tu vas aimer ça. Donc ça, c'est ça qui nous laisse, c'est ça qui nous fait avancer et qui nous fait continuer à faire des recherches, à créer des nouveaux podcasts, à créer des nouvelles formations pour vous, faire des webinaires, bref. Donc moi je voulais vous remercier déjà et on a aussi la nouvelle plateforme qui est sortie. Donc je pense que ça s'appelle c'est sur GoLive, vous pouvez aller golive.ca puis c'est app.golive.ca app pour aller à l'application si ma mémoire est bonne. Donc vous pourriez aller tout simplement là-dessus, ma mémoire est bonne. Et puis forfait membre, 108 dollars par année, c'est vraiment pas cher. Donc ça c'est quelque chose qui est récurrent pour nous. Vous allez justement avoir des podcasts exclusifs, vous allez avoir l'application, vous allez avoir des capsules sur l'immobilier, l'entrepreneuriat, la bourse, des webinaires exclusifs. Vous allez avoir des invités de podcast que vous allez savoir qui c'est à l'avance. Vous allez pouvoir leur poser des questions que nous, on va leur poser directement et ils vont y répondre. Donc, le forfait membre amène énormément de choses, en plus de la newsletter à chaque 2 semaines où est-ce qu'on fait énormément de recherches pour cela. Donc voilà, je vous laisse au bon soin de Simon, donc moi, qui fait le podcast juste là. Bonjour à tous, ici Simon de Lib, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans ce podcast, dans cet épisode, je voulais vous parler un petit peu de notre rapport avec l'argent. Je pense que l'argent est une chose, on le dit souvent, tabou, où est-ce qu'on a des fois un malaise, où est-ce qu'on ressent de l'envie, de la jalousie. Puis je voulais m'ouvrir un petit peu aussi, comme si vous étiez mes psychologues, donc je vais essayer de ne pas me mettre à pleurer, je plaisante, mais je voulais partager un petit peu quelques petites choses avec vous. Donc, écoutez, j'espère que c'est un épisode qui pourra vous plaire et qui va pouvoir vous apprendre des choses aussi au passage. Hein, ça reste toujours le but. Donc, en gros, ce que je voulais commencer à parler, c'est, je vous l'avais dit, c'est la richesse en particulier. Il y a un passage, j'en ai déjà parlé, là, c'était un passage de Martin Matt que j'avais beaucoup aimé, qui parlait de la relation avec l'argent à l'époque. Lui, dans le fond, il disait que une fois, il avait été dans un souper de famille ou whatever, et son père faisait un petit peu plus d'argent. Il y avait une compagnie là, de portes et fenêtres, si ma mémoire est bonne. Et Martin Matt, il racontait que il arrivait dans sa famille, puis que là, les gens étaient comme les oncles et tantes, il disait à son père, oh, je sais bien, toi, que tes affaires, ils vont bien, puis que t'as de l'argent, hein, t'es riche, puis son père était comme, non, non, c'est pas plus qu'il faut, ça va bien, ça va bien. Et il disait, pourquoi on est gêné d'être financièrement à l'aise, ou du moins de chase, de chercher une certaine liberté financière, de chercher une certaine richesse. Et moi, c'était ça toute ma vie. Donc, je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours voulu avoir de l'argent. J'ai toujours eu peur d'en manquer depuis ma jeunesse. Vraiment, j'ai aucune idée. Il faudrait que je parle à un psychologue, chose que je n'ai jamais fait. Mais de savoir pourquoi on cherche autant l'argent. C'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui. Les mois de janvier, février ont été extrêmement difficiles. Puis on en parlait avec Hubert parce que on se disait avec Hubert, on peut pas en parler sur le podcast parce que les gens qui réussissent dans la vie,
Puis là, c'est ultra dans le sens que ce que je vous dis, c'est quasiment du one-on-one, puis c'est ultra privé, euh, parce que c'est directement relié avec notre business. On a une entreprise, donc Lib, où on vend de la formation, des consultations privées. Et on se disait avec Hub, mais les gens, ils doivent, entre guillemets, nous envier, vouloir être comme nous pour acheter des choses. Donc, admettons, si je veux être, je prends un exemple qui est venu dans notre podcast, Charles Côté de Drôlement Inspirant. Bah, si Charles n'est pas inspirant et drôle, bah, les gens ils achèteront pas ses formations, ils écouteront pas ses podcasts. Si nous on parle que ben en ce moment on vit un peu de pas de malheur, mais que en ce moment ça va moins bien mentalement, ou que bon ben finalement on a de l'argent mais que ça n'a rien réglé dans certains traumas qu'on avait dans le passé, bah là les gens vont arrêter d'acheter nos formations, ils vont dire bah non, regarde, ça sert à rien d'avoir de l'argent. Puis finalement pour moi je pense que ce qu'on a fait avec Lib, c'est d'être le plus honnête possible, le plus transparent, puis de dire les vraies affaires. Donc, dans cette optique-là, moi, je me suis dit, je vais continuer. Je lisais, je faisais certaines recherches tantôt là pour ce que l'argent apportait. Puis je parle pas au niveau, dans le sens apporté au niveau matériel, mais plus au niveau des émotions. Donc, ce que je lisais tantôt, je pense que c'est Le Devoir, il disait que, par exemple, l'écart de richesse au Québec, c'est le plus haut écart de richesse au Canada. Donc, c'est-à-dire qu'on vit le plus haut taux d'écart de richesse au Québec. Bah, partout dans le Canada, c'est le Québec le numéro un. Puis, je regarde un peu les origines de la jalousie ou de l'envie qu'on pourrait avoir avec les autres. Moi, j'ai beaucoup été jaloux dans ma vie. Peut-être que jaloux n'est pas le bon mot, mais du moins envieux. De me dire à l'époque, bah, si j'avais eu cette chance-là, si j'avais eu un père très riche qui avait une compagnie, si mon père m'avait donné une compagnie, ben moi la compagnie elle serait rendue là, tu sais, alors que lui, ben son père lui a donné une compagnie puis il est même pas capable de la faire grossir. Ça a été, ben, j'ai pas eu les mêmes chances que les autres dans la vie. Si j'étais né directement au Québec versus en France, si j'étais né ici, j'aurais un plus gros réseau, j'aurais plus donc de contacts et j'aurais plus d'opportunités d'affaires. Donc des fois, on se trouve des excuses et je l'ai vécu beaucoup. Et c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai toujours cherché à ramasser le plus d'argent possible pour me dire moi aussi je veux y arriver puis je veux léguer ça, bien entendu. C'est pas la seule raison, mais c'est une des principales raisons du fait d'avoir de l'argent. Je regarde un petit peu les origines de la jalousie, les origines vraiment de faire de l'argent. Il y a le fameux adage qu'on dit l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Il y a la fameuse phrase, on a tous entendu, bah, je préfère pleurer dans ma Porsche que de pleurer dans ma Honda Civic, ou peu importe. Moi, je pense que vraiment maintenant, de l'avoir vécu, d'avoir, je dirais, assez d'argent pour très bien vivre, de faire des choix, d'avoir des biens matériels, d'avoir de l'argent pour me payer des choses qui créent du bonheur comme des vacances ou des activités, etc. Ben, je pense que, en fait, je suis 100% sûr que c'est vrai que l'argent ne fait pas le bonheur. Par contre, ben, des fois, c'est non entendable pour des gens, et je le comprends parfaitement, de dire à des gens, par exemple, qui vivent en appart, ah, une maison, ça règle pas tout dans la vie, c'est pas parce que tu as une maison que tu vas être plus heureux. Et je suis 100% d'accord avec ça que quelqu'un qui vit en appart dans un 3,5 avec ses 2 enfants, 3 enfants, peut vouloir t'arracher la tête, comme quand des stars ou des personnes vraiment ultra riches nous disent ah, tu sais, en ce moment, ça va pas, puis qu'on voit qu'ils ont de la misère, etc., alors qu'ils ont tout, ils ont l'argent, ils ont la notoriété, la reconnaissance, bref, ils ont tout, puis nous, on est comme, punaise, si moi j'avais ça, je fermerais ma gueule, puis je serais content, donc ils ont pas à se plaindre, on se plaint le ventre plein, comme on dit souvent, mais en même temps, l'être humain est fait pour se plaindre. Il y a une phrase, je pense que c'est Daniel Lévy qui disait ça. Il disait ne pas avoir le droit de se plaindre parce qu'il y a le plus heureux ailleurs. C'est un peu comme le fait de ne pas avoir le droit d'être heureux parce qu'il y a aussi plus heureux ailleurs. Et j'aimais cette phrase-là de justement de dire on est fait pour se plaindre. Tu sais, même s'il y a plus heureux ailleurs, ben, j'ai le droit d'être heureux. Tout comme j'ai le droit de me plaindre, même s'il y a pire que nous ailleurs. Donc, on voit aussi que il y a le marketing. On en a parlé la fois passée, c'est 745 milliards de dollars annuellement qui sont dépensés en marketing pour nous faire acheter des choses. Toutes les annonces marketing, on le voit, ils renforcent beaucoup le fait que la richesse matérielle, c'est, en tout cas, ce qu'on pense, c'est le symbole ultime du succès et du bonheur. Le succès, je peux être d'accord avec ça.
dans le sens que souvent, quelqu'un qui a la grosse voiture, qui a la grosse maison, c'est parce qu'il y a une grosse job, qui a réussi, qui a eu du succès, ou c'est un artiste connu. En tout cas, il y a eu du succès dans ce qu'il a fait pour avoir monétisé ce succès-là et donc s'acheter des biens matériels. Par contre, est-ce que c'est le symbole du bonheur? Est-ce que d'avoir la dernière Lamborghini ou la grosse maison ou de se payer les vacances de rêve dans une villa à n'en plus finir, 2000 $ la nuit, est-ce que c'est ça le bonheur? La réponse est non. Petite parenthèse, mon lave-vaisselle a lâché hier. Trop nice d'ailleurs. Et bah là, on doit faire la vaisselle à la main. Et on le réalise pas dans le fond que le lave-vaisselle, on est juste habitué. En fait, on chialait dernièrement parce que le lave-vaisselle l'avait un peu mal, puis que le ressort de la porte était brisé, donc on devait forcer pour fermer la porte, et on se plaignait de ça. Alors qu'on avait un lave-vaisselle et qu'il y en a qui lavent leur vaisselle à la main. C'est un comparatif bête, là, vous allez me dire, mais ça, c'est vrai. Maintenant qu'on a plus de lave-vaisselle, on se remet à laver à la main, puis on est comme, merde, c'était vraiment cool le lave-vaisselle. Mais une fois qu'on l'avait, on le réalisait même plus que c'était nice d'avoir un lave-vaisselle parce qu'on l'avait. Je vous le disais la fois passée, moi dans ma tête, puis c'était ça le gros, ce que j'ai eu là, un peu le breakdown de janvier-février où c'était très difficile mentalement, puis où des fois j'avais de la misère à en parler parce que je me dis sur les réseaux sociaux, faut que j'ai l'air du gars heureux parce que j'ai de l'argent, donc si je veux que les gens achètent ma formation, il faut que je leur dise, eh oui, tout va bien dans ma vie, mais janvier-février ont été, je pense, dans les 2 mois les pires de ma vie, et on dirait que c'est parce que j'avais atteint toutes les choses que je voulais atteindre et que finalement je me disais ben non, c'est pas suffisant ou en tout cas c'est pas ça qui m'amène le bonheur ultime et je me suis arrêté dernièrement pour dire c'est quoi le bonheur que j'ai. Puis c'est un peu un exercice que je pense qu'on devrait faire, de se dire prenons les 5 dernières choses dans l'année qui m'ont amené le plus de bonheur et en fait pour moi personnellement aucune des 5 n'était reliée à quelque chose de matériel. Aucune. Aucune, 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 aucune. Donc, il y a eu les 1 an de mon party de gym, que c'est vraiment une journée que j'ai adorée, parce que bah, ça marquait un accomplissement, etc. Puis, on a commandé de la pizza. Je veux dire, il y avait 100 et quelques personnes, on a commandé de la pizza et un jeu gonflable que j'ai eu gratuitement, gracieuseté de Badaboom. Et ça a été la compétition avec mes élèves au Jiu-Jitsu, qui a pas demandé d'argent. En fait, ça m'a rien coûté cette journée-là, juste de voir 15 enfants heureux qui aient performé. Puis après ça, c'est avec ma famille. Des soupers ou des activités qu'on a fait avec ma famille, dont aller glisser. Donc vous voyez, il y a rien eu. Puis pourtant, cette année, je veux dire, on a acheté une maison, j'ai eu ma BMW en fin 2022. Puis justement, tout ce qui est publicité, émissions de télé, télé-réalité, réseaux sociaux, on met en avant que le bonheur, c'est le luxe, le glamour. Et souvent, je comprends, c'est inatteignable pour la plupart des gens. Je veux dire, de se dire, je vais rouler dans une Porsche, je vais avoir telle maison avec vue sur le bord de l'eau. Il y en a plein qui savent que maintenant c'est trop tard, dans le sens à moins qu'ils gagnent au loto ou qu'ils aient un héritage qu'ils ne savaient pas, mais c'est fini, c'est trop tard. Au niveau des sentiments, je vous parlais des sentiments, les émotions intenses, les 2 sentiments les plus forts quand on parle d'argent, un, c'est la frustration, vous l'aurez deviné, et le deuxième sentiment, c'est celui que je vivais beaucoup, c'est l'injustice. Donc je vous disais, si j'avais eu les mêmes cartes que lui dans la vie, ben, j'aurais réussi. Puis c'est peut-être vrai. Peut-être que tu te dis ça aujourd'hui, puis peut-être que c'est vrai. Peut-être que si tu t'avais eu, t'étais né dans une famille riche, bah peut-être que oui, tu serais probablement pas à ta place, tu serais ailleurs. Il disait les patrons, patronnes du CAC 40. Donc le CAC 40, c'est les 40 plus grosses compagnies françaises. Nous, ici au Canada, c'est le TSX 60 et aux États-Unis, c'est le S&P 500. Donc c'est l'indice des plus grosses compagnies. Donc les patrons, patronnes du CAC 40, les députés, les ministres en France, tous, sans exception, ont fait des grandes écoles et viennent d'une famille pas riche, mais très riche. Donc pour moi, il y a des différences de classe de richesse. Il y a des gens qui sont riches, puis il y a des gens qui sont extrêmement riches. Et les écoles, en France, tout comme ici, là, pour se payer ça, ben, ça prend des milliers et des milliers de dollars par année à payer. Des écoles à 40, 50, 60 000 par année. Donc à un moment donné, c'est sûr que tu sors de là, le réseau de contacts, il parlait, je sais pas s'il y a des... Oui, je le sais, en fait, il y a des Français qui nous écoutent, mais
il parlait un petit peu des hommes politiques. Là, je lisais le livre que je vous ai déjà parlé, là, 10 succès, 10 histoires d'entrepreneurs à succès francophones. Et il disait, il y a une grosse compagnie en France équivalente Vidéotron ou Bell ou TELUS. Donc ça s'appelle Bouygues Télécom. Et le gars, bon, bah, c'était un très bon ami à Nicolas Sarkozy, qui est devenu plus tard président de la République française. Et il était aussi ami avec Étienne Moujotte, qui est le patron de la plus grande chaîne de France, donc l'équivalent, je sais pas, TVA par exemple, ou peu importe, mais en tout cas des grosses chaînes télévisées. Donc ils se connaissent tous, c'est un petit monde et tout le monde s'aide. Ce qu'on s'aperçoit aussi, c'est que même dans les classes les plus riches, par exemple, on va dire reprendre le milieu des télécoms, TELUS, Vidéotron, etc., Bell, ils se parlent entre eux pour mettre les forfaits au bon niveau, pour toujours monter tous ensemble. Ils sont tous amis. Tous amis. Ils sont pas des ennemis. Ils font tous de l'argent, sont multimillionnaires, voire milliardaires. Donc, ils s'en foutent un petit peu, je vous dirais. Deuxième chose que je voulais vous parler, c'est le succès et le bonheur. Je vous en ai parlé vite vite. Si on prend un pas de recul, puis vraiment faites l'exercice, je pense que ça peut vous aider. Puis au pire, à partir de maintenant, notez-les. On a tous un téléphone. Les moments de pur bonheur que vous avez eu, en tout cas que vous vous êtes dit, oh, tu sais, là c'est juste quelque chose que je viens de vivre, mais un jour, ce sera un beau souvenir, ce sera un souvenir que je veux chérir toute ma vie. Regardez, et souvent, ces moments-là, je vous l'ai dit tantôt, c'est des moments qui vont être accompagnés par vos amis, vos familles. Ça va être en fait plutôt que des choses matérielles, en fait, le matériel, peut-être que c'était sur un bateau qui coûte 100 000, mais c'est secondaire, le fait que vous étiez sur un bateau, c'est plus la situation que vous avez vécue. Il y a la richesse matérielle, mais il y a aussi la richesse relationnelle. Qui sait que vous avez proche de vous? Je le disais, dans la maison ici actuellement, je déteste me baigner, ok? Ma piscine a une fuite depuis quelques semaines maintenant. Je n'endors pas, c'est un truc qui ça me fait, pour vrai, ça me fait capoter. Je fais de l'anxiété à fond avec ça. Pour aucune raison, j'aime même pas me baigner. Mais je me dis, je l'ai acheté surtout pour ma fille. Pour les amis qui vont venir à la maison après les cours de jiu-jitsu que je donne, je veux que les enfants qui aient pas l'opportunité d'avoir une piscine pour s'amuser puissent venir faire le party chez nous. Je suis quelqu'un de très ouvert là-dessus, puis très généreux dans ma vie. Mais je me dis, bah, si j'ai plein de biens matériels mais que je suis tout seul, ça sert pas à grand chose. Mais il y a la richesse relationnelle, la santé, il y a, on peut s'accomplir, on va dire l'épanouissement en tant qu'adulte, en tant que père, que mère, frère, sœur, au travail, dans nos projets, il y en a qui aident, qui font du bénévolat ou peu importe. En fait, je pense que justement, succès, bonheur, chacun sa définition. Puis, quand j'étais plus jeune, quand j'étais un peu, on va dire, plus con, ben, souvent, quand les gens me disaient, ben, non, moi, sérieux, même si tu me donnais, moi, je suis un fan d'auto, si tu me donnais une Lamborghini, j'en voudrais même pas, j'étais quand même dans la petite cave. Il me dit ça parce que il y a pas les moyens de s'en acheter une, puis il y aura jamais les moyens de s'en acheter une. Mais maintenant, je le crois. Je le crois 100% qu'il y a des gens que même si tu leur donnais un bien de luxe, une grosse maison, une voiture, de lui dire de partir en vacances. Moi, tu me donnerais l'opportunité de partir en vacances une fois par mois pendant une semaine. Je pourrais pas. Je déteste sortir de chez moi, donc je ferais comme non, non, c'est vrai. Si quelqu'un me donnait des billets d'avion, déjà j'aime pas l'avion, donc ça part mal. Puis dans les biens de luxe, souvent, vous savez, je parle beaucoup de voitures parce que j'adore ça, mais on le sait aussi que souvent c'est l'image. Il y avait une vidéo qui tournait, c'était sur une BMW, puis le gars disait est-ce que t'aimes vraiment ta BMW, parce qu'il parle à un gars qui conduit une BMW, ou t'aimes ce que les gens perçoivent de toi quand, euh, quand tu es au volant de ta BMW. Puis ça m'a fait réfléchir, une fois j'étais en moto, bon j'aime la conduite un peu sportive, puis j'avais une moto avant, une Z1000, donc c'est quand même des gros moteurs, là, c'est des motos sport. Et puis quelqu'un m'avait dit, oh, regarde, une amie à ma soeur m'avait dit, oh, regarde comment tu fais le frais avec ta moto, tu fais ça pour qu'on te regarde. Puis j'avais dit, man, je m'en fous tellement. J'ai un casque tout noir, les gens voient même pas mes yeux, on voit rien du tout. Je suis en manteau de cuir, jamais tu pourrais dire que c'est moi. Versus, j'arrive au feu rouge avec mon auto, ma fenêtre est ouverte, manteau ouvrant, je peux regarder, les gens vont dire, ah ok, c'est lui. Puis ils s'en vont, puis ils m'ont oublié. Mais souvent on pense ça, regarde, la personne à gauche ou à droite va me regarder. Pff, je pense que personne va se souvenir de toi dans les 2 prochaines minutes. Mais j'avais dit à la fille,
Moi, en moto, là, je m'en fous. Là, je le fais vraiment pour le trip parce que j'aime les motos, mais personne va me reconnaître. Puis j'avais discuté de ça avec elle, puis je lui ai dit, par contre, quelqu'un qui aime pas forcément les voitures, mais qui a une belle auto. Donc là, je prends une coquille, par exemple. J'insulterai pas personne, mais quelqu'un qui a une BMW 128i ou on va dire une C250 de Mercedes. Ces autos-là, c'est de la scrap. Je veux dire, c'est une coquille, ça tire même pas, c'est pas puissant. Oui, bon, t'as les sièges en cuir, probablement le volant chauffant, mais je veux dire, tu peux t'acheter un Honda CR-V qui va être moins cher puis qui va être beaucoup plus performant. Mais tu vas avoir le logo Honda, tu n'auras pas le logo Mercedes, Audi ou BM, etc. Et cetera. Et les gens, souvent, on va acheter des choses parce qu'il y a la marque dessus, tout comme une sacoche Louis Vuitton ou des souliers Nike qui sont pas forcément meilleurs que des souliers pas de marque. C'est juste que tu as le logo dessus. Et c'est ça, c'est ce déclic-là, je pense qu'il faut penser pourquoi je veux la chose de marque, pourquoi je veux la voiture, la piscine, les souliers, le sac à main, etc. Tous les jeux, bref, peu importe. La seule chose pour moi où je dépenserais de l'argent, c'est les restos parce que j'aime manger. Puis, à un moment donné, plus on arrive à ces choses-là, et là encore, je comprends que pour des gens, ce soit pas entendable, puis qu'ils se disent, my God, quel con à dire ça. C'est un chroniqueur sur un plateau télé qui disait ça, qui s'appelle Mathieu Delormeau en France. Et il disait tout ce qu'on a eu, qu'on désirait, maintenant qu'on l'a, c'est ça qu'on déteste. Il s'explique, il disait qu'avant, lui, ce qu'il voulait, c'était être sur Instagram, être reconnu partout. Et maintenant, c'est quelqu'un qui est extrêmement connu en France. Et quand il se balade dans la rue, bah, c'est autographe, photo, etc. Et que maintenant, il se balade avec une casquette super basse, des lunettes de soleil. Et que quand les gens l'arrêtent, bah, des fois, il est méchant. Genre, il se retourne même pas. C'est comme quelqu'un de là, laissez-moi tranquille. Alors qu'avant, pour lui, son rêve, c'était ça. Et moi, je vous demanderais, c'est ce que j'ai fait dernièrement et c'est ce que je continue à faire parce que, bah, y a personne de parfait. C'est de faire ce genre de travail sur vous par rapport à l'argent. Qu'est-ce qui me rendrait heureux, puis qui est relié avec l'argent, puis est-ce que c'est vraiment ça, finalement, qui me rendrait heureux. Au niveau de l'éducation financière, donc mon troisième point, c'est que c'est important qu'on ait une bonne éducation financière, aussi bien aux enfants que aux autres personnes. Puis, je pense qu'une personne qui est confrontée, en tout cas qui est pas confrontée, mais euh, qui est mis directement sur le volet de l'éducation financière, cette personne-là va être en mesure de faire plus d'argent. Un jeune qui est mis au pas directement avec l'éducation financière a beaucoup plus de chances. Euh, si on lui explique comment fonctionne l'argent, comment on peut le faire fructifier, comprendre les piliers de la création de la richesse, donc la bourse, l'immobilier, l'entrepreneuriat, bah déjà ça c'est une très bonne chose. Il y a souvent les gens, euh, la fois passée on avait mis une quote où c'était ce que l'école devrait apprendre, puis là il y a eu beaucoup de commentaires où on disait maintenant c'est aux parents d'apprendre ça, l'école c'est pas eux d'apprendre ça. Je peux pas être plus en désaccord du fond de mon être avec cette affirmation-là. C'est pas aux parents de le faire parce que les parents ne le savent pas. Donc ça crée tellement encore plus une inégalité et un écart de richesse, c'est-à-dire que bon bah ok, nous on a de l'argent, puis on connaît l'éducation financière, puis ben j'apprends ça à ma fille, mais dans sa classe bah il y a des gens que malheureusement les deux parents n'ont aucune idée de c'est quoi l'éducation financière. Ben, pendant ce temps-là, ma fille, elle va construire de la richesse, elle va avoir ses RE qui vont grossir, puis elle va comprendre que quand elle commence à travailler à 13, 14, 15 ans, whatever, ben elle va commencer à mettre de l'argent de côté, versus l'autre qui en a aucune idée. Imaginez l'écart de richesse. Voyez un Y dans votre tête, mais au lieu de Y, de le partir d'en haut avec les deux branches pour faire une seule branche en bas, partez-le d'en bas. Et j'adore cette image-là. D'ailleurs, c'est moi qui l'ai inventée. Donc, non, c'est vrai, c'est la métaphore que je donne, que j'ai trouvée, c'est au début, on commence tous à la même place, en tout cas presque, tu sais. Puis il y a une ligne qui se crée, donc la base du Y, comme le I, là, le trait. Et après, bah, on s'en va chacun de notre bord. Si je veux revenir à l'autre branche du Y, c'est plus facile, la distance est très courte, ok? Mais plus ça avance, et plus je tire mes droites du Y, plus elles s'en vont à l'opposé. Et la distance entre mes deux plus hauts points du Y, donc les deux barres qui s'en vont à gauche et à droite, bah, plus le temps passe, bah, plus je dessine, puis plus mes deux points s'éloignent. Et ça devient extrêmement difficile de revenir à l'autre point. Et c'est un petit peu comme ça que je vois la vie. Dans le sens qu'une personne qui a décidé de changer sa vie
à 20 ans, bah, les deux Y sont partis dans le sens de revenir sur le bon chemin, entre guillemets, ou en tout cas le chemin qu'elle veut, bah, ça lui prend moins de temps d'y aller, c'est plus court. Par contre, quelqu'un qui a 50 ans, qui a fait des mauvais choix financiers toute sa vie, qui a des milliers de dollars de dettes, qui a pris des habitudes, on le sait, hein, on dit souvent les vieux garçons ou les femmes célibataires ou peu importe, c'est difficile de se remettre en couple parce qu'ils ont pris tellement de mauvais plis que c'est ultra compliqué. Ben, c'est un petit peu la même chose. Une fois qu'à 45-50 ans, t'as pris du take-out toute ta vie, puis qu'à chaque vendredi soir, tu cales une bouteille de vin, puis que le samedi, tu sors avec tes amis, puis que tu dépenses des centaines de dollars, c'est difficile du jour au lendemain de dire, OK, je vais aller me rendre à mon autre pointe de Y finalement, c'est quasiment impossible. En tout cas, ça va prendre énormément de temps de corriger le tout. Donc là, on parle juste au niveau psychologique, mental et habitude, mais on parle aussi au niveau financier. Quelqu'un qui a pris le temps de dépenser, qui a encore sa voiture à payer, qui a une balloune sur l'ancienne voiture, donc qui a encore un prêt sur l'ancienne auto, qui a refinancé sa maison, mais c'est beaucoup plus long de s'en sortir. Donc, le but, quand je parle d'éducation financière, c'est de commencer le plus tôt possible avec les enfants. C'est pour ça que moi, je prône le fait de le faire à l'école et le plus jeune possible. Pas juste un atelier, mais de leur répéter, 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 répéter. C'est comme ça que ça rentre malheureusement. Peut-être que la journée que l'atelier de Lib va venir à l'école faire la conférence, ben, l'enfant sera pas là, ou qu'il va voir sa blonde va venir de lui mettre, de le laisser là, ben, peut-être qu'il sera pas enclin à écouter. Donc c'est pour ça que je pense que c'est important de le répéter, qu'ils aient des devoirs là-dessus, qu'ils comprennent avec des exemples précis justement l'intérêt composé, qu'il y ait des entrepreneurs qui viennent leur parler, qu'il y ait des patrons d'entreprise, des patronnes d'entreprise, bref, peu importe, des corps de métier qui viennent leur parler pour qu'ils voient un petit peu c'est quoi les salaires, comment faire, comment comparer ça, etc. L'autre point que je voulais aborder, c'est l'empathie et la solidarité. Euh, En Occident, donc chez nous, on est très individualiste. Je pense qu'on le sait aussi bien parce que on veut plus intervenir pour peu importe les raisons, mais je pense qu'on a aussi un petit côté où on veut réussir beaucoup plus que les autres. Euh, j'ai eu la chance de pouvoir voyager, de faire énormément de pays et des aînés en CHSLD, c'est rare. Ici, ce n'est pas rare, mais dans les autres pays, par exemple, je vais prendre la culture italienne. S'il y a des Italiens qui nous écoutent, je vous en veux encore d'avoir volé la Coupe du Monde en 2006 à la France, mais on en reparlera plus tard. Là, j'ai pleuré pour ça. Et par exemple, les Italiens, souvent, ou les Grecs, c'est des pays, c'est des cultures qui vont attendre que les gens se marient pour partir de chez eux. Nous, au Québec, par exemple, man, le plus vite on veut partir de chez nos parents, le mieux c'est. Moi, je suis resté jusqu'à 26 ans chez mes parents. Puis c'est mes parents qui étaient comme, ok, bon là, faudrait que 25 ans, je pense. Faudrait que tu t'en ailles, Simon, là. Puis j'étais comme, bon, ok, ouais, c'est vrai. Mais pourquoi ne pas rester chez ses parents sans les utiliser? Mais on dirait qu'on veut être tout seul tout de suite, montrer qu'on a réussi, qu'on est indépendant. Mais est-ce que c'est la bonne chose? Moi, je pense pas. Je pense qu'on est individualiste, qu'on veut réussir des fois très rapidement sans faire attention aux autres. Je parlais des CHSLD. Habituellement, comment ça fonctionne? Par exemple, je parlais des Italiens, des Grecs, les Portugais. Je suis moi-même 50% portugais. Bah, souvent, on va acheter une maison multi-logement, on va dire un duplex, un triplex, où les parents vont vivre à l'étage et les enfants au sous-sol. Tu sais, on va se séparer. Puis les parents prennent soin des enfants, ensuite des petits-enfants, donc ils ont toujours de l'aide. Maintenant, donc je pense que certaines cultures vraiment prennent soin des gens, mais je pense que nous, ici, en Occident, on est donc, comme je l'ai dit, individualiste, et je pense qu'on manque d'empathie également. Là aussi, c'est pas facile cet exercice-là, mais je pense qu'au lieu de ressentir une certaine jalousie sur les gens, puis je me parle à moi en premier, hein, je suis pas en train d'accuser personne, mais au lieu de ressentir de la jalousie envers des gens qui ont pu être riches parce que ils ont hérité, parce qu'ils ont eu l'idée que nous on n'a pas eu, mais qu'on avait eu aussi, mais qu'on n'a pas eu le temps de le faire, parce qu'ils ont eu une promotion alors qu'ils méritaient pas leur promotion, puis ils ont fait beaucoup d'argent par la suite, etc. Je pense qu'on pourrait peut-être développer sans forcément dire une empathie, mais au moins de voir le revers de la médaille. Dans le livre que je lisais, il parlait du monsieur de chez Cascade. Donc c'est la famille Lemaire qui ont inventé la compagnie Cascade, là, les pâtes et papiers. Et dans le livre, il disait à quel point
les frères ne voulaient pas que un des frères prenne le lead parce que il disait qu'il n'y avait pas les capacités, etc. Puis lui, le petit frère, il a souffert énormément de tout ça. Il y avait des problèmes de famille incroyables, des chicanes de famille dans les soupers de Noël, dans tous les soupers. À un moment donné, ils étaient interdits de parler de travail parce que c'était une compagnie familiale qui brassait des millions et des millions et que la mère, elle était plus capable de les entendre. Peut-être que vous, dans votre situation, quand c'est les parties de famille, tout se passe bien puis vous avez du plaisir. Eux n'avaient aucun plaisir. Alors oui, ils avaient de l'argent, puis ils faisaient probablement un souper de famille dans une grosse maison, mais ils avaient aucun plaisir. Ils disaient, et à un moment donné, il y a eu tellement de jalousie du petit frère qui a parti notre business, qui s'appelle maintenant No Rampac, et qui a marché super bien aussi, comme un peu moins cascade, mais qui a quand même très bien marché. Le revers de la médaille des gens qui ont beaucoup d'argent, c'est qu'ils ont plus de dépenses. Et qu'à un moment donné, l'argent n'est pas éternel. Oui, des fois, on peut placer nos pions, on peut placer nos cartes correctement pour avoir des dividendes, etc. Mais euh, il y en a pour qui ça s'arrête. Il y en a pour qui va avoir une pression. Quelqu'un comme moi, par exemple, je vais prendre mon exemple, dans le passé où je vivais dans ma plus petite maison avec deux voitures totalement payées, avec une hypothèque qui me coûtait 854 dollars par mois. J'avais quasiment pas de pression. Je veux dire, je me couchais le soir. C'était waouh, c'est la vie est belle et tout va bien et j'ai pas de voiture à payer. Je mettais énormément d'argent de côté. Fast forward, on arrive au mois d'octobre 2022, je déménage. Je suis rendu à un taux d'intérêt qui passe de 2,14 à un taux d'intérêt de 6,9 actuellement, à un paiement de 854 à un paiement de 2626,56, à une piscine qui fuit puis que c'est 125 dollars de l'heure plus les réparations, à devoir tailler les haies, de faire venir quelqu'un pour tailler les haies, à mon lave-vaisselle qui lâche, à justement tout est beaucoup plus cher. Ici, tout est dans le sens, plus c'est gros, plus tu payes. T'as plein de choses à faire. Je veux dire, avant, j'achetais 2 sacs de paillis pour faire les plantes. Maintenant, c'est plus 2 sacs, c'est 20 sacs. Donc, voyons le revers de la médaille de ces gens-là, exponentiels, je veux dire, qui vivent dans des châteaux ou qui ont, pareil, je racontais tantôt à mon ami Mathieu, faire la vidange d'huile d'une Honda Civic coûte X nombre de dollars. Là, faut passer, je suis allé chez BM pour faire aligner mes pneus, nettoyer mes freins, puis poser mes pneus. Je pense que ça m'a coûté 650 balles. Parce qu'ils se disent, bon, eux là-bas, s'il y a un gage de qualité de service, t'as la marque, donc ok, ils vont charger beaucoup plus cher. Donc il y a le revers de la médaille au niveau de la pression de toujours faire la même chose. T'as un certain style de vie, t'augmentes ton style de vie, tu vas avoir de la pression à le faire. Et je comprends qu'il y en a beaucoup ici qui peuvent être plus frugaux, je sais pas si on dit frugal ou frugaux, mais bref, donc qui vivent dans la frugalité et qui vont se dire, non, moi je suis correct, même si je gagne plus d'argent, c'est pas pour ça que je vais augmenter mon niveau de vie. Puis c'est parfait, c'est le but, c'est ce qu'on recherche tous. Et je me souviens l'année passée quand j'ai acheté la maison, j'avais dit à ma sœur et ma mère, j'avais dit, là, je fais un choix pour cette maison-là. C'est soit je reste dans ma maison, puis je reste dans ma maison, j'étais bien là-bas quand même. Ou soit je vais dans une plus grosse maison, avec la piscine, avec le spa, avec grand terrain, puis à la campagne. Mais je diffère, je décale ma liberté. C'est un choix de liberté que je vais faire tout simplement parce que on le sait très bien, 850 d'hypothèque dans un endroit versus et qui restait moins de 20 ans versus 2626 à l'autre et que tu remets sur 25 ans, c'est des années de ta liberté financière qui se décalent. Donc c'est des choix qu'on prend tous les jours de notre vie. Je pense que, en fait c'est pas je pense, c'est j'en suis certain, aussi bien les personnes comme nous, ben normales, que des personnes ultra fortunées, voire célèbres, eux aussi, ils ont leurs préoccupations, ils ont leurs problèmes. Regardez le nombre de divorces et de séparations si vous regardez le Hollywood Life, là, ce que je ne suis pas du tout. Mais je pense souvent à un groupe que j'aime bien qui s'appelle Linkin Park, le chanteur qui est mort, et il montrait des photos de lui juste avant sa mort qui se suicide. Et, euh, et on voit à quel point le gars avait des up and down. Pourtant, ils avaient tout. Je veux dire, ils étaient riches, il y avait une famille, des enfants. Je veux dire, t'as pu t'inquiéter de l'argent, tout va bien, t'es célèbre. T'es pas célèbre parce que t'as fait une émission de télé-réalité, t'es célèbre parce que t'es un artiste. Je veux dire, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce style de musique-là,
ils ont créé un style à eux, ils ont été reconnus, ils étaient une sommité dans son domaine. Et pourtant, bah, les mecs, ils s'enlèvent leur vie. On prend Whitney Houston, on prend ce genre de personnes-là, qui tombent dans la drogue, bah, ça arrive de plus en plus. Alors qu'ils sont ultra fortunés. Donc il y a un revers de la médaille dans le livre que je lisais encore, que je vous parlais, des entrepreneurs à succès. Il disait, il y avait des statistiques, je me souviens plus exactement, donc je dirais pas n'importe quoi, mais à quel point les gens très très riches, souvent, oui, ils avaient la richesse, mais ils perdaient toute leur famille, ils perdaient tous leurs amis, ou en tout cas leurs amis, c'était des amis par intérêt. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut? Moi, je pense pas. Euh, je, je sais aussi qu'il y en a qui font beaucoup d'œuvres philanthropiques, c'est-à-dire de donner aux plus pauvres. Puis ça, je souligne ça. Euh, Ça m'amène justement du fait que les riches ont une certaine responsabilité sociale. On leur demande de donner plus d'argent, ils payent plus d'impôts. Donc ça, on peut pas se l'enlever. Je veux dire, imaginez, bon là c'est pas le cas, mais c'est comme si vous alliez mettre de l'essence dans votre auto, puis vu que tu as eu un bonus, bah aujourd'hui ton essence va te coûter plus cher versus le gars qui est resté assis sur son canapé toute la journée à jouer aux jeux vidéo parce qu'il veut pas travailler puis qui est sur l'aide sociale. Lui, il remplit son auto puis il paye pas d'essence parce que bah il y a pas de revenus. Ben, l'impôt, c'est un petit peu ça. On le voit pas passer forcément parce qu'on se le fait enlever à la source, ce qui est une bonne chose. Mais il y en a beaucoup qui payent énormément d'impôts, et qui vraiment des grosses sommes d'impôts. Donc, on a quand même un système bien fait de l'impôt. Il y a toujours des gens qui vont s'en sortir, qui vont avoir des magouilles pour essayer d'en payer moins, etc. Mais normalement, ben, les personnes plus fortunées vont payer plus d'impôts. Puis, il y en a beaucoup qui donnent énormément. Moi, j'en connais plein, pas plein, mais j'en connais beaucoup dans mon entourage qui aident les banques alimentaires, qui aident des familles plus démunies, qui font des choses de payer. Moi, justement, avec le Jiu-Jitsu, bah, il y a des gens qui ont plus de misère que d'autres. Bah, ils peuvent avoir des aides. On le fait pas devant tout le monde. Ouais, tiens, je vais te donner ça, mais il y en a qui ont des aides. Ensuite, je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, Justin Timberlake a une fondation et il s'était fait rentrer dedans pour sa fondation parce que les gens disaient ah t'as une fondation c'est tout simplement pour euh, économiser de l'argent, sauver les impôts, etc. Je sais plus qui avait dit ça, mais il avait dit pourquoi Justin Timberlake on va lui rentrer dedans parce qu'une fondation, tu sais Jennifer Lopez elle a pas de fondation puis personne lui dit rien. Donc eux aussi ils essaient de faire des choses. Martin Matt il y a une grosse fondation pour les personnes comme son frère qui ont été atteints d'un accident, etc. Donc des donateurs extrêmement généreux, il y en a qui peuvent justement mettre leur richesse, leur argent pour contribuer à l'amélioration de la vie, etc. Et, euh, et je pense qu'il faut le voir aussi. Il y a des bons riches, il y a des mauvais riches, comme il y a des bons personnes de la classe moyenne, hein, il y en a des mauvaises. Je pense qu'on a appris aussi à envier ces gens riches, mais aussi à les démoniser un petit peu, puis à les haïr là-dedans. Puis l'autre chose, la dernière chose, puis je vous laisse avec ça, que je voulais vous parler, c'est le contentement. Ça m'amène en 2015, je suis chez Randstad 2015-2016, je l'ai déjà raconté. On est tous à table, moi je suis l'un des plus jeunes, hein, vraiment, j'ai 26, 27. Ils sont tous plus vieux, ils ont tous des cartes de Harvey Specter sur leur bureau, qui veulent tous des kingpins dans la vie. On est tout habillés en costard cravate, mais la journée, on joue à Pokémon Go sur l'heure du midi pour aller chasser les Pokémon. Bref, vous voyez le genre, on est à la tour de la bourse, c'est très glamour, c'est cool, les restaurants coûtent cher. Puis moi, le petit gars qui habite à McMasterville à l'époque, donc sur la rive sud de Montréal, proche de Belleuil, Mont-Saint-Hilaire. Puis ça va bien, je viens d'acheter mon chien, donc ouais 2015-2016. Je viens d'acheter mon chien, ma vie va bien, j'ai ma maison. Oui, pas une grosse maison, mais j'ai une belle maison, en tout cas correcte. J'ai mes deux autos qui sont payées. Je viens d'acheter mon chien de rêve, je le dresse, je suis super content et je dis ça, ah moi je suis super content d'avoir ça dans la vie, tu sais, je me contente de ça. Et je me souviens de la réaction des gens qui étaient plus vieux qui se disaient quoi, tu te contentes de ça? Puis j'étais comme bah ouais. Et pour eux, fallait pas se contenter de ça, c'était un mal. Non, fallait toujours grinder, fallait justement ne pas se contenter de ce qu'on avait, fallait juste voir plus loin. Puis je leur disais, c'est pas parce que je me contente de ce que j'ai actuellement
que j'ai pas d'ambition. Puis on le voit maintenant, ça fait 10 ans, ma vie a quand même drastiquement changé. Mon compte, j'ai rajouté plusieurs chiffres à la fin enfin en tout cas sur mon compte. Donc c'est pas parce qu'on se contente de ce qu'on a actuellement qu'on ne peut pas vouloir mieux ou qu'on ne peut pas avoir d'autres rêves. Par contre, je pense fondamentalement que on devrait euh, cultiver, je pense que c'est le bon mot, cultiver le contentement. On devrait s'arrêter. Je pense que c'est ma blonde qui me disait ça, mais qui avait un truc où il disait, ben, mets-toi chaque jour une chose que tu as accomplie. Parce que des fois, le temps passe tellement vite. Moi, je sais pas si ça vous arrive, mais des fois, je finis ma journée, puis je me disais, punaise, on dirait que j'ai rien foutu aujourd'hui, alors que c'est pas vrai. J'ai fait plein de choses, mais j'en ai tellement fait parce que je travaille sur plein d'affaires différentes que bah, j'ai l'impression que j'ai rien foutu de ma journée. Et il disait, bah, au pire, fais-le une fois par semaine, une fois par mois. Qu'est-ce que tu as accompli aujourd'hui? Eh, mon CELI, il a passé le stade du 50 000. C'est un gros stade, là. J'ai passé 50 000 dans mon CELI. Eh, mon REER, j'ai une augmentation salariale, je fais maintenant plus que 65 000. Là, je vous parle de l'argent, mais ça peut être, eh, regarde, j'ai montré un truc à ma fille, à mon fils, puis il est capable maintenant de faire ça par lui-même. Et on oublie de noter nos petits accomplissements. Et je pense que si on se les notait, ça irait bien mieux, on serait content de ce qu'on a fait, on serait content de ce qu'on a accompli. Et je pense que on a de la chance d'être dans un pays très riche, avec un filet social énorme, et on devrait être content juste de ça, de se dire, bah, si je peux faire les pires conneries du monde, je vais quand même manger à ma faim, être logé, puis quelqu'un va s'occuper de moi. Je comprends que c'est très bas, là, qu'on peut se dire, my God, ok, c'est sur la pyramide de Maslow, là, vous irez regarder si vous savez pas ce que c'est le premier, là, je veux dire, c'est se nourrir, se vêtir, puis dormir, avoir un toit. Et peut-être, peut-être que vous avez raison là-dessus, mais je pense qu'on devrait bah, apprécier les choses qu'on a déjà. C'est ce que j'essaie de faire de plus en plus, de me dire, bah oui, la maison, ça a été un bon move. Oui, je suis content. Je suis content de voir ma fille s'amuser en avant, qu'elle va pouvoir grandir dans un quartier comme ça. Je suis content de pouvoir recevoir du monde chez moi puis en faire profiter les gens. Euh, mais en même temps, bah, tout ça, je pense qu'il faut apprécier les choses qu'on a actuellement, matérielles et immatérielles. L'amour de notre famille, des enfants en santé, des parents qui sont encore vivants, qu'on a la chance de fêter la fête des mères, la fête des pères, la fête des parents, appelez ça comme vous voulez, d'avoir un travail, d'avoir un toit, juste de ça, d'apprécier les petites choses de la vie. Parce que, puis peut-être un exercice que vous pourriez faire, de voir comment vous vous sentiez avant d'avoir certaines choses que vous désiriez plus que tout. Mettons la nouvelle machine à café, quand je vais la voir, ça va être un truc de fou. Puis de vous dire que bah, maintenant vous êtes habitué. Quand je disais à un de mes amis est passionné d'auto, puis je lui disais, ah bah ouais, ma BM maintenant, coup je monte dedans, j'appuie sur le bouton, puis je m'en vais. Je m'amuse encore avec, là. Mais c'est rendu mon véhicule de tous les jours. Et il comprenait, puis il disait, my God, moi si j'avais ça, quand je la partirais, j'aurais toujours les frissons avec le bruit que ça fait, puis j'étais comme, non, je te le dis, c'est un mois, 2 mois, après c'est tout. Et mettez-vous, vous avec vos passions et vos rêves, euh, vos accomplissements. Des fois, ça a été ça aussi. Je me souviens quand j'ai eu ma ceinture bleue de Jiu-Jitsu il y a quelques années, j'étais ultra content, ultra content. Puis dernièrement, j'ai eu ma ceinture brune, puis ça a été une ceinture, puis j'étais comme ok, bon bah c'est correct, merci, bonsoir. Je la mets, j'ai aucune émotion. Et un peu chez les enfants, c'est ça. C'est pour ça que les enfants, il y a des sports comme le karaté par contre où je me dis une ceinture noire à 8 ans, ça reste un enfant de 8 ans qui va se prendre une pichenote puis il va aller pleurer souvent à sa mère. Donc il y a des fois où j'essaie de délayer, de retarder, excusez-moi l'anglicisme, de retarder, donner les ceintures aux enfants parce que je veux qu'ils comprennent à quel point c'est important. Et c'est un petit peu pareil dans notre vie aussi de retarder les choses qu'on veut, de se dire est-ce que c'est vraiment ça que j'ai besoin là, qui va m'aider à décrocher, est-ce que c'est ce voyage de rêve que ça fait 5 ans que j'ai prévu qui va m'apporter le bonheur ou ça va juste être super cool, je suis content d'aller à ce voyage-là, mais après je sais que ça va être un bon souvenir puis une belle expérience, mais je peux pas dire que ce point-là
culminant de ce voyage-là, c'est ça qui va changer ma destinée, que cette promotion-là, c'est ça qui va changer, que mon couple va aller mieux. Je pense qu'il faut se contenter de ce qu'on a actuellement. Puis je terminerai avec ça, de se dire que en se concentrant dans le fond sur les choses qu'on a, plutôt que sur les choses qui nous manquent, ou en tout cas qu'on pense que ce qui nous manque, c'est ça qui va nous donner le bonheur et la joie, etc. Bah, juste ça, ça va nous aider à apprécier plus de ce qu'on a et d'avoir un sentiment de satisfaction. Donc de se dire, je suis vraiment content de ce que j'ai, puis content de ce que j'ai accompli, et de s'estimer chanceux en arrêtant de se comparer. Puis je comprends que l'être humain est fait pour se comparer, mais le but, c'est bien de se comparer pour se donner de la motivation, d'accomplir d'autres choses, mais d'être content de ce qu'on a, de ce qu'on a. Puis dans ce podcast-là, là, je me parle à moi-même. En fait, je suis tout seul là, quand vous allez l'écouter, mais je me parle à moi-même. Puis c'est des choses que je me répète, de pas tomber dans un pattern de jalousie, puis de la jalousie aussi conne que ma fille fait du jiu-jitsu, puis ma fille c'est la première à arrêter le cours, puis c'est la première à brailler, puis c'est la première à pas vouloir faire des petits combats, des petits jeux de rien. Quand la fille de mon autre de mes amis, c'est comme une guerrière, puis qu'elle y va, puis je suis comme, je pourrais me dire merde, pourquoi moi ma fille elle fait pas ça? Bah c'est correct. Puis moi j'ai vécu l'inverse quand j'étais gamin, où justement mon père voulait absolument que je sois un tough, etc. Et j'en étais pas un quand j'étais jeune, et euh, et je pouvais ressentir le fait que il aurait peut-être voulu m'échanger avec un autre fils qui, lui, allait avoir des meilleurs résultats, ou que lui allait avoir comme la niaque, là, le vouloir d'aller se battre puis de faire des compétitions, etc. Quand moi, c'était pas du tout ça, ma perception des choses. Et la vie change, et on a chacun eu des cartes en main quand on est né. Et le but, bah, c'est de les prendre, les apprécier, puis de jouer avec le jeu qu'on a. On n'a pas tous les mêmes facultés psychologiques, physiques, et tant mieux, parce que sinon la vie elle serait plate. Là, si on était tous pareils, ce serait pas terrible. Donc voilà, je pense qu'on a tous des moments de up and down, c'est un petit peu ce que je vous disais au début du podcast. Euh, puis on essaye des fois nous aussi de créer l'envie sur certaines personnes, mais dites-vous que la personne qui va faire votre bonheur, c'est vous-même, et que le bonheur ne se retrouve pas dans une BM ou dans une piscine creusée. Ça se retrouve le matin, quand votre fille vient vous faire un câlin, ou vous dit ah, papa je t'aime, ou quand votre blonde vous dit qu'elle est fière de vous parce que bah vous leur procurez un sentiment de sécurité. C'est de pouvoir aller à une compétition de Jiu, puis de voir vos élèves que vous avez montré le Jiu pendant un an réussir en compétition. Je pense que le bonheur, c'est ça, versus des choses matérielles. Je le pense très profondément. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une belle journée. On a un webinaire qui s'en vient mardi le 23, 18h30. Donc si vous voulez l'envoyer à vos amis, ça nous aide. C'est comme ça qu'on vit, hein, c'est grâce à vous. C'est les gens qui regardent nos podcasts, ça nous donne des vues. YouTube nous récompense avec les publicités, etc. C'est notre plan d'affaires est très simple. On vend des formations et c'est vous, avec le bouche à oreille, qui arrivez en achetant notre forfait membre à 108$ par année, pas cher, de pouvoir nous faire vivre. Donc, je vous remercie du fond du cœur, de près ou de loin, dans vos encouragements, de nous mettre en story, de partager nos quotes, de partager nos reels, de nous suivre sur Instagram, YouTube, Facebook, etc. On est plus de 17 000 sur Facebook déjà, 12 300 sur Instagram. Donc, merci. Merci à vous qui nous écoutez, qui nous suivez, et j'espère que vous apprenez des choses, parce que Hubert et moi, on est juste des messagers, on n'a rien inventé en fait. Donc le but, c'est que vous ayez une certaine conscience financière, et tout simplement que vous puissiez poursuivre dans cette voie-là et trouver tout simplement votre bonheur. Donc je vous remercie et je vous souhaite une très belle journée.